Donc, permettez-moi tout d'abord de vous remercier une nouvelle fois pour votre participation à cette rencontre et à cet après-midi de travail. Et puis, veuillez encore nous excuser pour ce retard qui va finir par se combler en espérant que M. Gravier nous rejoigne prochainement. Donc, peut-être vous l'aurez remarqué, en tout cas pour notre part, nous ne l'avons pas remarqué, à savoir que dans le programme de cet après-midi, aucun temps de parole n'était accordé à Virès et à sans nomination de quelqu'un qui allait prendre la parole au nom de Virès. Un parmi mes amis m'a fait remarquer gentiment cette absence. Et comme les amis sont au fond faits pour nous dire des choses pas forcément toujours agréables, mais qu'en tant qu'amis, on peut se permettre de les écouter en pensant qu'il y a de la bienveillance, nous nous sommes aperçus en effet qu'il y avait une sorte d'acte manqué de notre part, une sorte d'oubli, quoique ça peut aller un peu plus loin que ça. Et donc finalement, nous avons décidé de prendre un peu de place dans ce colloque pour introduire sa portée. J'ai choisi de reprendre quelque peu les 20 ans de cette trajectoire, non pas pour faire un historique de ce que Virès a réalisé, mais plutôt vous décrire un peu les enjeux auxquels nous avons été confrontés à différentes périodes et vous faire entendre, le souhait c'est de vous faire entendre la dimension sur fond de transgression, parce que comme ce Giovannona nous l'a dit, il y avait un pari pas très simple à relever, c'est-à-dire d'inscrire le traitement des sujets auteurs dans un contexte que nous appelons les violences domestiques. Donc quand je dis transgression, j'aurais plutôt envie que vous l'entendiez du côté de... passez-moi cette image. Hein. C'est lorsque les enfants transgressent ce que nous avons mis en place pour leur sécurité, mais qu'au fond, c'est une transgression promotionnante, et que les parents ne s'aperçoivent pas forcément que cette transgression est promotionnante pour eux, et qu'au fond, c'est du côté de la réprimande ou le manque de reconnaissance qu'ils répondent, les enfants finissent par se dire « mais à la fin, qu'est-ce qu'ils me veulent ?» Donc, ce que j'ai à dire aujourd'hui relève de ce parcours que je trouve du côté de la transgression. Donc, dans un premier temps, et ça recouvre une période relativement longue, Virès, au fond, a participé à la constitution, en tout cas à la diffusion d'un discours sur les violences domestiques. Mais c'est un discours sur les violences domestiques qui part d'un autre discours très puissant, qui est organisé depuis fort longtemps, et pour cause, et qui probablement, malheureusement, aura encore beaucoup d'avenir devant lui, c'est-à-dire le discours sur la violence faite aux femmes. Donc, pendant de nombreuses années, nous avons participé à des journées comme celle-ci, fait des conférences, fait de la sensibilisation, avec pour toile de fond un grand travail qui passe le plus souvent inaperçu, c'est-à-dire de constituer à partir du discours de la violence faite aux femmes, de créer un champ propre, le champ propre des violences dites domestiques. Aujourd'hui, ça paraît peut-être peu de choses, mais disons qu'il y a quelques 20 ans, travailler à cette opération de créer un champ propre aux violences domestiques a été réellement
quelque chose du côté de la transgression. J'étais encore récemment à Rome avec Ariana D'Ambrosio, qui fait partie de l'équipe de Vires, et nous avons participé à un congrès justement où, à Rome, il devient possible d'envisager le traitement des auteurs dans le contexte de la violence extrême contre les femmes, puisque vous savez qu'il y a, je crois que c'est combien exactement? C'est un homicide par jour? Ouais, tous les 3 jours, une femme est tuée. Je peux vous dire que ce passage par Rome a ravivé beaucoup de souvenirs pour moi, puisque là, nous étions vraiment dans quelque chose de passionnel, de ardemment passionnel, et qu'il y a eu quelques éclats significatifs durant cette journée. J'espère qu'il n'y en aura pas tant ici. Donc, durant de nombreuses années, nous avons consacré beaucoup d'énergie à, au fond, lever ce qu'on appelait à l'époque un tabou, c'est-à-dire le tabou qui enfermait la violence à l'intérieur de la famille, qui enfermait la parole des sujets. Un tabou, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'un interdit de pouvoir accéder à la parole et de pouvoir de sortir de cet enfermement. Donc, qui dit tabou dit quelque chose qui est du côté de leur sens. Tout le travail, toute cette opération menée du côté de la construction d'un discours était au fond de faire entrer les violences domestiques dans le sens, pour qu'elles fassent sens. Seulement, il y a là un paradoxe tout à fait intéressant, c'est que pour qu'une problématique de santé publique fasse sens, il faut la faire entrer dans le champ de la normalité. Donc, quelque chose est entré dans le champ de la normalité, ça veut dire que d'année en année, ce champ est devenu travaillable, au fond. Il est devenu travaillable du côté de ce que Freud le premier a appelé le travail de la culture, à savoir la prise en considération, voire en soin, voire en charge des passions humaines. Donc, au fond, ce travail de faire entrer dans le champ de la normalité une réalité terrible, bien souvent un enfer quotidien, ce travail se vivait, en tout cas c'est ainsi que nous le vivions, c'était un travail d'humanisation. Humanisation de quelque chose d'insupportable, normalisation de quelque chose d'insupportable. Donc faire entrer un discours progressivement dans le champ du travail de la culture, c'est lui permettre au fond d'être pris en charge progressivement. Je vais vous indiquer que ça n'a pas été du tout facile à partir du discours d'entrer dans une prise en charge effective de la violence. Donc au fond, nous étions les porte-parole d'une réalité difficile à parler. Nous en étions aussi les représentants en tant que entrez, soyez les bienvenus. En tant que supposés les prendre en charge. Donc prendre en charge cette violence, prendre en charge tout ce qui se donne du côté de l'insupportable. Mais donc nous étions du côté des figures haïes, redoutées, mais en même temps des figures affectées, ça veut dire chargées de quelque chose, avec
avec toute l'ambivalence qu'il peut y avoir du côté de ce qui fait fixation de la haine à l'intérieur des systèmes familiaux. Donc au fond, il fallait le supporter, ce travail. Le supporter dans les deux sens du terme, ça veut dire. Le supporter parce que c'était bien difficile. Je pense qu'il y a 20 ans, l'auditoire était fort différent et ce qui s'y jouait était aussi fort différent. D'ailleurs, c'est assez difficile de rendre compte de l'atmosphère qu'il pouvait bien y avoir autour de cette mise en œuvre. D'ailleurs, je sais que parmi nous, beaucoup de gens ont contribué à ce discours. Mais dans le même temps, cette opération était fondée sur quelque chose qui tenait du côté de l'altérité. Et en même temps, cette opération pouvait mettre en travail quelque chose du côté de la vérité. Ça veut dire que ces rencontres étaient vraiment une sorte d'opération collective de mise en parole avec cette perspective de qu'est-ce qui a été vrai, quelle est la vérité des violences à l'intérieur de la famille, puisque vous savez que c'est très difficile de lever le refoulement, voire plus que le refoulement, autour de ces enjeux-là. Donc, ce travail de mise en discours et de mise en normalité a sa propre poussée interne. Ça veut dire qu'une fois que ce mouvement est en route, il s'agit encore de frayer les voies d'accès, par le savoir à la prise en charge, non pas seulement des auteurs, parce que dès le départ, Pires était très sensible à la dimension du couple, à la place de la femme et à celle des enfants. Mais c'est encore une autre opération d'une autre envergure que de frayer les voies d'accès aux couples et aux enfants notamment. Vous pouvez bien imaginer que prendre en charge par le savoir suppose d'être autorisé à ce savoir et à cette prise en charge. Et que donc il a bien fallu que nous nous formions, c'est-à-dire que nous rencontrions un savoir légitime afin de nous donner l'autorisation, au sens fort du terme, donc être autorisé à prendre en charge les auteurs de violence. À l'époque, bien sûr, c'est ma subjectivité qui est au centre de ce que je suis en train de dire, mais quand même, être autorisé, ça se déclinait beaucoup sur le mode de prouver que vos prises en charge, que votre savoir produit des effets. C'est assez difficile à supporter, cette nécessité, ce qui était attendu de nous, à savoir de prouver l'efficacité. Au fond, il fallait dire, et je dis bien ça aussi au monde politique, puisque nous avons passé devant le rituel des commissions en tant qu'association, où on nous demandait alors, prouvez-le, que la récidive est sous contrôle. Donc déjà à l'époque, cette question était en travail et en jeu. Monsieur Gravier vient d'arriver, soyez le bienvenu. Vous nous avez un peu effrayés, mais on s'en remettra. Pardon. Donc ce que j'aimerais là vous faire toucher du doigt, c'est que au fond, se former, c'était pas tant que nous avions le choix, puisque déjà à l'époque, Pires était très engagé du côté de la psychanalyse comme référent, mais qu'il fallait au fond être légitimé aussi par un discours. Ça veut dire un discours légitimé à un savoir pour la prise en charge des auteurs.
Donc nous nous sommes formés à l'école canadienne, puisque à cette époque-là, ce discours était légitimé du côté de la prise en charge. Mais bien évidemment, nous en avons pris les outils, mais très rapidement, cette approche marquait des limites pour nous et nous nous sommes distancés de l'apport des Canadiens. Et notamment parce que la perspective du couple ne se présentait pas. Il n'y avait pas le couple à l'horizon. La place des femmes était quasi imparlable. Si vous osiez dire ce que M. Giovanola a dit tout à l'heure, ça aurait été assez compliqué. Ça veut donc dire que oui, parce que vous avez dit quelque chose de très important à cet endroit-là. Ça veut dire que c'est une formation sous condition. Ça veut dire que c'est une formation où la condition, c'est de se taire à certains endroits. J'en ai particulièrement souffert, bien évidemment. Et donc, nous avons acquis des outils, mais au fond, on ne s'est pas occupé de la main, parce qu'un outil, il faut l'avoir bien à sa main, et qu'à vouloir acquérir des outils sans s'occuper de la main, ma foi, c'est relativement dangereux. Donc, c'est plutôt un outil bien à la main qu'on a essayé à notre main de peaufiner au fil des années. Mais à cette époque, le discours ne nous autorisait pas à penser ni le couple, ni les enfants. Par contre, c'est à ce moment-là que nous avons compris et que nous sommes, au fond, nous avons commencé à percevoir le projet de Vires probablement part de là. Qu'est-ce qu'il en était de la prise de la thérapie dans la contrainte et sous le primat de la loi? C'est-à-dire qu'on a commencé à réaliser qu'est-ce que c'était que la contrainte, la loi et l'approche psychothérapeutique. On ne disait pas psychothérapeutique à l'époque, on disait thérapeutique. Parce que ça aussi, ce n'était pas évident. Donc, à partir du moment où nous avons été alors là autorisés, je pense par nous-mêmes, nous avons commencé à travailler à la construction d'un premier dispositif de prise en charge des violences domestiques avec le service de probation et d'insertion dont Mme Morier, je crois, est ici présente. Donc ça fait un bail, n'est-ce pas, que nous collaborons avec cette institution et avec les magistrats. Alors pourquoi créer un dispositif ? Je vous donnerai une réponse, au fond, peu sexy. C'est qu'un dispositif, dans un dispositif, où le dispositif nous permet, au fond, de mettre en travail notre négativité. Ça veut dire que la prise en charge des auteurs, comme dans tout dispositif et dans tout réseau, la négativité nous travaille en permanence parce que nous ne sommes pas hors de la violence. On sait même qu'à s'occuper, à s'autoriser, à entrer dans ce champ, ça nous met terriblement en difficulté. Et que par conséquent, les réseaux, les dispositifs sont le lieu, parfois de passage à l'acte, assez considérable, qui peut arriver à chacun d'entre nous. Mais en tout cas, ce sont des espaces où les acting out, les oublis, tout ce qui fait notre pratique quotidienne. Donc nous, on s'est dit, si nous étions dans un dispositif beaucoup plus articulé, beaucoup plus contenant, alors on pourrait travailler la négativité, mais la nôtre. Ça veut dire toutes nos contre-attitudes, ça veut dire tout ce travail où on est mis en difficulté.
Alors comment créer un dispositif? Je dirais qu'on a été très inspiré par le poète voyageur qu'est Nicolas Bouvier, que vous connaissez certainement, qui, dans un petit livre qui s'appelle « Comment va l'écriture ce matin ?», dit quelque chose d'assez extraordinaire et de tout à fait inspirant pour la création d'un dispositif. Il dit deux phrases, il dit « L'étranger n'est pas un pays. Il faut y être pour en faire un pays. » Alors, si vous êtes sensible à ce renversement, c'est-à-dire que y être dans un pays pour que cette notion d'étranger non pas disparaisse mais soit apprivoisée, il s'agit d'en apprendre la langue. Et donc, on s'est mis à apprendre la langue des magistrats, par exemple. C'est tout à fait extraordinaire, la langue des magistrats. C'est tout à fait extraordinaire de rencontrer des magistrats un jour, d'ailleurs ce jour David Bourgoz était là, de monter au palais et de dire alors comment on va faire pour construire ce dispositif. Parce que nous, le droit, moi j'y connaissais rien, je ne savais même pas quelle langue ça pouvait bien être. Soyez les bienvenus. Donc, au fond, il s'agissait d'apprendre la langue du droit, mais aussi de réaliser combien la langue du droit occupe une fonction clinique. Ça veut dire comment est pensé le jugement, et comment un jugement, et comment toutes les procédures qui garantissent un jugement occupent une fonction de reliaison avec la loi. Moi, je peux vous dire qu'il y a 20 ans, en tant que psychothérapeute, qui travaillait dans son cabinet privé avec les grandes idées, qui sont d'ailleurs toujours actuelles, mais quand même, plus en contact avec quelque chose de substantiel, c'était une transgression de parler au juge. Ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément du tout d'accord de travailler dans la contrainte et puis de s'engager dans quelque chose avec les magistrats. Donc, une langue, elle est peut-être bien à apprendre, mais c'est aussi une langue à prendre. Ça veut dire que cette langue, il faut se l'approprier. Mais il faut se l'approprier, il faut mesurer cette appropriation. Je crois que c'était aussi très, très difficile pour les magistrats, mais qui étaient d'une bonne volonté tout à fait remarquable. D'apprendre la nôtre. La nôtre, elle est un peu compliquée, et moins on la maîtrise, plus elle devient compliquée. Donc on a dû faire des efforts de clarification extraordinaires avec les magistrats qui disaient « Oui, mais bon, alors quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire ?» Parce que les magistrats, à la fin, il faut que ça fonctionne. Et nous, on avait le temps pour que ça fonctionne. Donc la rencontre avec les magistrats a été une expérience remarquable pour nous, en tout cas pour moi. Parce que c'est là qu'est née cette idée, j'ai réalisé ce que ça voulait dire que la fonction clinique du jugement, comment il est énoncé. Ça veut dire d'où parle le juge. Donc j'ai commencé à m'éloigner d'une pensée du psychothérapeute dans son cabinet pour entrer dans quelque chose de différent. C'est une crise majeure au niveau de l'identité. Ça, c'est un passage, il faut le faire. Il faut le faire. On l'a fait. Non, apprendre la langue de l'autre, c'est aussi le travail que nous avons fait avec la police. Il faut vous imaginer qu'à un certain moment, nous avons passé 1 année et demie en contact étroit avec un poste de police qui était à la Servette. Et pourquoi nous avons fait ça? Parce que, vous voyez, la corruption s'engageait, les psychothérapeutes qui disaient « le juge, maintenant, c'est la police ». N'est-ce pas? Ça a l'air de rien, c'est beaucoup. Donc, on a travaillé 1 année et demie, obtenir toutes les autorisations
convaincre le chef de la police qu'il y aurait tout intérêt dans le cadre des violences domestiques à penser, à pouvoir mettre en travail la violence vécue par les policiers lorsqu'ils interviennent dans les situations de violence domestique. Parce que c'est toute une autre affaire que d'intervenir dans une famille au milieu de la nuit, dans la panique, le sang, les enfants. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils en vivaient, ces policiers? Et on a fait toute une étude qui a abouti, que David Bourgault d'ailleurs a écrite, avec ma collaboration. Mais une étude au sens, c'est un document travaillé par le savoir universitaire, ça veut dire que ce n'était pas un petit bout de truc griffonné sur un nom. Non, ça fait l'objet d'une recommandation auprès du Conseil d'État, la conseillère d'État, qui était Madame Speury, je crois, à l'époque. Et encore une fois, pourquoi avons-nous contacté les policiers? Toujours pour apprendre la langue de l'autre. Ça veut dire à quoi ils sont confrontés et comment aider les policiers à penser leur intervention, qui est une intervention qui fait coupure dans la famille. Donc il s'agit de couper, passez-moi l'expression, mais il faut couper quelque chose, et tout dépend de l'endroit où porte la coupure de l'intervention policière, elle laisse des traces. Il est grandement possible d'améliorer. La police genevoise a fait un travail absolument incroyable que nous avons aussi accompagné pour que nous ayons une vision d'ensemble de quoi? De ce qui allait être laissé en suspens, en souffrance, refoulé, mais vécu souvent sur le versant de l'injustice. Ça veut dire qu'intervenir dans le champ des violences domestiques, ce n'est pas une intervention douce, c'est une violence. C'est une violence pour couper quelque chose et pour juger de quelque chose. Donc nous avons parlé la langue des magistrats, nous avons essayé de parler la langue des policiers, qui nous a même conduit à faire une formation des policiers au niveau de la police fédérale, je crois, à un certain moment. Donc il s'agit de l'intervention. Intervenir, ça veut dire venir entre. Mais ce qu'on a appris de plus précieux, au fond, dans cette construction de dispositifs, c'est que se rencontrer, ça prend du temps, certes, mais ça permet de créer, à notre insu d'ailleurs, c'est créer à son insu, c'est quelque chose qui échappe, mais qui se met en place, et ça s'appelle un langage partagé. Ça veut dire qu'après une année et demie, 2 ans d'y être dans la langue des autres, quelque chose d'un langage partagé s'est mis en place. Mais un langage partagé, ça conduit à de la confiance partagée. Or, créer un dispositif dans un langage partagé qui est toujours à réinventer, bien évidemment, ne serait-ce que parce que les gens changent. Mais la confiance partagée entre les institutions est une chose très précieuse. Ça permet de réduire de beaucoup toutes les projections que nous pouvons faire sur l'étranger. Et finalement, tout ce travail nous a permis de comprendre qu'un dispositif qui articule des places, ça veut dire qui instaure une place à partir de laquelle un policier, un magistrat, un représentant du service de probation, VIRES et d'autres institutions, je pense au SPMI, à partir d'où nous parlons. Un dispositif, ça instaure des places d'où chacun parle. Donc on s'est rendu compte qu'au fond, les procédures sont indispensables. Les procédures sont les garantes qu'un processus peut avoir lieu. Mais qu'en définitive, l'opération majeure
est une opération langagière. Ça veut dire que ce qui circule et ce qui organise un dispositif, c'est la parole et le langage. Et que dans le champ des violences familiales, à l'intérieur du couple, cette opération langagière, qu'est-ce qu'elle a comme visée au dernier terme? C'est d'instaurer quelque chose de l'ordre de l'interdit, quelque chose de l'ordre de la limite, et fondamentalement quelque chose de l'ordre de la responsabilité. Donc nous étions tout à fait convaincus que cette opération langagière, à l'articulation des institutions dans un dispositif, était garante d'une sécurité. Et il est des plus importants que tous les travailleurs, tous les professionnels connaissent et l'éprouver de la sécurité. C'est déjà fini. Je prendrai bien tout l'après-midi. Ok, d'accord. Ça, c'est la coupure, en effet. Ouais. Je dirai d'autres choses alors à la table. Voilà. Et donc, pour terminer, enfin, sur le sentiment de sécurité, c'est une très bonne coupure d'ailleurs. Merci. Vous voyez, il faut couper au bon endroit. Aujourd'hui, dans ce qui est travaillé aujourd'hui, ce qui va être travaillé aujourd'hui, je trouve que au lieu de la figure haïe, mais porteuse d'ambivalence, aujourd'hui se substitue quelque chose de l'ordre d'un... Ce n'est même plus un sujet, c'est la figure de la dangerosité. La figure de la dangerosité, c'est quelque chose d'extraordinairement redoutable. Et je pense que c'est ce que nous allons travailler cet après-midi. Ça veut dire comment, avec ce qui est exigé de nous aujourd'hui, qui n'a plus de visage. Parce que, je terminerai sur ça, si j'ai la permission. Il est très important, au fond, peut-être plus qu'il y a quelques années, de savoir que nous aussi, nous sommes dangereux. Et qu'en fait, notre société ne vit que de ça. Et qu'au fond, ce savoir dangereux pour ces patients, c'est une excellente prévention. Donc on n'est pas dans cette idéalisation de je ne sais quoi, mais ce savoir dangereux aujourd'hui me semble être tout à fait raisonnable et tout à fait nécessaire. Je m'arrête là.